Nous avons parlé du maître intérieur ce matin et bien sûr du disciple intérieur. S'il y a vraiment nécessité de façonner le maître intérieur, c'est à mon avis absolument incontournable. Il n'empêche que j'ai tellement l'impression que le vrai grand maître, c'est la vie avec un grand V. Mais c'est pas parce qu'il y a la vie avec un grand V qui me botte les fesses et devant laquelle je m'incline. Et Célina m'a parlé d'un très très beau geste ce matin qui lui est venu durant le travail que nous avons fait. Qui est un geste, j'ai mis un genou par terre. Un peu plus, on peut vraiment s'incliner, mais un peu ou beaucoup plus, on peut vraiment se prosterner, front contre terre. Voilà jusqu'où peut aller la soumission consciente du disciple devant ce qui est. Et quel apprentissage nous avons à faire à chaque instant d'être non seulement incliné, mais être parfois, il faut vraiment se prosterner intérieurement devant ce que la vie nous amène, devant ce qu'on porte qui n'est pas toujours ajusté. Apprendre à être un grand disciple de la vie ne nous épargne pas d'apprendre à être un grand maître intérieur. Non pas être le maître de quelqu'un, mais juste qu'il y ait en soi ce maître. C'est-à-dire une capacité de se redresser sans être rigide. Dans cet espace, je me sens connectée à l'infini cosmique et à l'infini tellurique. Comme si la vie, la source me traverse et se répand dans toute mon humanité, toute la forme qu'on appelle Claudette. Et que le maître est celui qui dit, celui qui dicte, toujours avec cette autorité bienveillante. Et quel programme nous avons de mettre au point cette autorité bienveillante et ce disciple qui est complètement soumis. Et j'entends toujours soumis de la bonne façon, soumis dans une soumission consciente. Pour que les deux vivent à l'intérieur en équilibre, comme on l'a vu ce matin, qu'ils se soutiennent l'un l'autre, qu'ils vraiment s'accompagnent. Et si je vois le disciple, c'est qu'il y a un grand maître derrière, et réciproquement. C'est ce qui aurait tendance à prendre place en chacun de nous. Et de voir que toutes les défaillances du maître ou du disciple sont calquées sur nos défaillances de parents-enfants. Si un des deux ou les deux parents n'ont pas vraiment assuré et nous n'avons pas eu personne de parent parfait, il y a toujours quelque chose qui est ajusté dans le parent. Et bien sûr, nous avons été des enfants parfois trop soumis, trop rebelles, trop ceci, pas assez cela. Et nous sommes toujours en train d'apprendre à être des enfants ou des disciples. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'est-ce que nous avons intégré comme information, c'est-à-dire comme croyance, comme système, comme mécanisme de défense dans l'une ou l'autre posture. Alors on pourrait
se contenter d'en parler, mais on peut aller un petit peu plus loin et demander à quelques personnes ce qu'elles auraient à améliorer, soit côté maître, soit côté disciple, côté parent, côté enfant, côté moi ou sur moi. Je lui donne le nom qu'on veut. Peut-être on pourrait aller un peu plus loin dans les ajustements à faire. Chez moi, le disciple a très peur de la puissance du maître. Le disciple a très peur de la puissance du maître. Tu peux m'en parler un peu plus? La puissance du maître est théoriquement infinie. C'est le maître qui a peur de sa propre puissance. Chez toi. Quand nous touchons à la puissance d'être, qui dit être, dit infini. Quand on parle de force intérieure, on est dans le monde fini. Donc on peut soi-même doser sa force. La puissance d'être, on ne peut pas la doser. On peut juste se rendre disponible pour qu'elle nous traverse et savoir qu'elle est toujours parfaitement ajustée. Que par ailleurs, nos propres peurs ou notre propre besoin de contrôle peuvent venir déjouer ce qui d'emblée est parfait. Et le travail qu'on peut faire, c'est de vraiment libérer toutes ces peurs, toutes ces croyances qui font obstruction à son passage. Ça porte sa propre régulation et sa propre intelligence. Et c'est toujours parfait et c'est divin. Et ça demande vraiment une totale disponibilité et d'être sans peur. Et j'ajouterais une confiance absolue en son intelligence. Et hors du mental, nous avons toujours toute la puissance dont nous avons besoin. Avec un ajustement qui est parfait. Si je suis en train de m'occuper de mes plantes, je n'ai pas besoin d'une grande puissance. Si je vois un enfant sous une voiture, j'ai besoin d'une grande force et d'une grande puissance, et elle est disponible. Si je ne suis pas dans le mental, si je ne suis pas dans les peurs, j'ai toute la force et toute la puissance dont j'ai besoin. Et c'est toujours parfaitement ajusté. Toujours. Hors du mental. En fait, la vie, elle est toujours parfaite, hors du mental. Tu voulais dire, Fatima? Pour moi, le maître, c'est ce qui nous pousse à agir, à faire des choses. Est-ce qu'il ressemble à l'ego? Pas forcément. Et pour moi, c'était... Je devais toujours être maître de moi, de mon avenir. Et dans un moment, voilà. Ces derniers temps, c'est comme s'il y a une espèce de fatigue, une espèce de lassitude. Et dans ce que tu dis, on voit tout de suite la nuance, mais elle n'est pas toujours facile à voir pour tout le monde, la nuance entre le maître et le contrôlant. Oui. Si on regarde la distinction entre les deux, donnez-moi 2 ou 3 caractéristiques du contrôlant. Tension. Tension. Oui, stress. Stress. Volonté. Volonté. Volonté personnelle. Volonté personnelle. Tu vois, c'est petit, hein? Ouais, personnel, c'est clair. Ouais. Oui, personnel. On est vraiment dans le truc moi. Ouais. C'est très... Ça se passe comme je veux. Ouais. Comme il faut. Comme il faut, comme je veux. Comme ça doit.
comme ça doit. Et on sent par quoi c'est habité. Hein? Ce je veux, là, c'est je qui veux, et la vie, donc à bien se tenir, ça va marcher comme ça. Ça doit marcher comme ça. Ça, c'est du contrôle. Et quelques mots à propos du maître. Bienveillance. Bienveillance. Accueil. Ah, pas que. Ouais. Plutôt disciple, ça. Ouais. Lumière. Je dirais pas que c'est une caractéristique particulière du maître. C'est force. Force. Alignement. Ouais. Confiance. Oui. Alignement. Confiance. Quelqu'un parlait d'alignement. Oui, alignement. Ouais. Ouais, voilà. Ah, ouais. C'est ça. Comme si forcément le maître s'aligne à l'intérieur de soi, mais il s'aligne sur l'extérieur aussi, hein, donc ça c'est important. Mais il faut bien faire bien attention pour qu'il y ait suffisamment de conscience pour ne pas s'aligner sur les résistances. Et de ne pas voir que je suis collée à une peur et que je fais un choix en raison de ma peur et non pas en fonction de ce que j'aurais besoin. Ça prend, donc, maître, et c'est là que je rejoins ton mot de lumière, qui est, ça prend de la conscience. Ça prend de la conscience, l'alignement. J'ai entendu rectitude? Ouais, ouais. Non, moi j'avais envie de dire encouragement. Mais je sais pas si c'est juste, mais qu'il encourage le disciple. Qu'il encourage le disciple. Il me semble que quand il y a un vrai alignement, il n'y a plus de maître et il n'y a plus de disciple, il y a juste une espèce de justesse qui Ah oui, s'impose. oui. Dans le meilleur des cas, tout est parfait et on n'a rien à faire ici. Entre guillemets. Ce qu'on a vu ce matin, par contre, c'est qu'il y a plein de maîtres qui ne sont pas ajustés et de disciples aussi, qui ne savent pas vraiment se soumettre à ce qui est. De sorte qu'il y a des décisions à prendre, il y a des orientations à donner, il y a une parole à dire, et on se retient parce qu'il n'y a pas cette puissance du maître qui assure. On le dit, c'est un mouvement yang. Qui demande une colonne vertébrale. Pas de la rigidité. Qui demande d'être droit et d'assurer et de donner les alignements. Ou bien il y a le maître en soi qui fait ça. Ou bien je suis une marionnette de la vie. Et la vie, les autres, me disent quoi faire. Et je perds complètement ma couleur, mon identité. Je perds le contact avec mes besoins. Une personne qui a trop de disciples, elle est complètement à la merci du monde. Je fais ce que le monde, ce que vous attendez de moi. Et je ne suis qu'une réponse à vos propres intentions. Les miennes, ah tiens donc, on s'en occupe pas trop. Et puis, il y a cet autre déséquilibre. Le premier, c'est trop de disciples. Le deuxième, c'est trop de maîtres, et là, on tombe dans le contrôle. Je veux, c'est moi, je décide, et on se rend compte qu'on se fout de vous. Toi, c'est toc. Mais il y a quelque chose de délicat, de sensible dans cet équilibre parfait du maître et du disciple qui ressemble à prendre sa place. Apparaître, on avait déjà parlé dans un stage de apparaître, être là, exister, être là, conscient de ses besoins, de s'assumer et d'être vraiment d'abord et avant tout, si je veux être bien avec vous, j'ai d'abord besoin d'être bien avec moi.
dans ma peau, dans mes baskets et dans ma propre vie. Et ce n'est pas parce que je suis avec des personnes que je ne vais plus m'occuper de moi. C'est juste une autre façon de s'occuper de soi et de danser. J'adore danser seule. Dans les deux sens du terme. Pardon. Mais au bout d'un moment, ça m'ennuie. J'aime bien danser avec des gens. Et même des gens qui ne savent pas trop danser, mais j'aime bien danser aussi avec ceux qui ne savent pas danser. Si on fait du grand n'importe quoi. Et on s'amuse. Mais c'est ça, la vie. Et je vois à quel point c'est difficile d'assumer cette position intérieure du maître. C'est-à-dire, ici, il y a une autorité pour moi. Et cette autorité s'occupe de la vie ici, mais en tant que maître, pas en tant que contrôleur. Tu vois la différence? Il y avait quelques mains, oui. Tu disais que l'ego, en fait, était un des principaux disciples, parmi les autres, mais un des principaux. Et que du coup... Je dirais que c'est le disciple en chef. Voilà, c'est le disciple en chef. Mais moi, dans ce que je ressens, pour mon expérience personnelle, j'ai l'impression que du coup, il se bagarre sans arrêt avec le maître, et qu'il veut tout le temps prendre le pouvoir, et que là-dedans, c'est la bagarre. On fait comment pour faire ça? Oui. Et forcément, dans ce que tu décris, il y a quelque chose à réparer ou un réglage à faire au niveau du disciple, d'une part, et d'autre part, au niveau du maître aussi. Parce qu'admettons qu'on ait un disciple pas trop épanoui, pas trop mature. Dès qu'il y a vraiment un maître, mais vraiment un maître, une autorité bienveillante qui s'oppose, pouf, ça se calme. J'ai écouté il y a quelques années une émission, quand je suis arrivée en France, qui s'appelait Nanny ou Super Nanny. Ah, Super Nanny. Super Nanny, c'est ça, hein? C'est une dame qui va dans les familles s'occuper des enfants quand les parents, il n'y a pas d'autorité. Voilà. Et les enfants sont maîtres à bord et c'est le bordel dans la maison et tout ça. Et tu as les mêmes enfants, mais tu mets Super Nanny 2-3 heures par jour pendant une semaine et d'un seul coup, les enfants recommencent à manger correctement, à dormir, à moins se chamailler. Tu vois, ça ne règle pas tout, mais bon. Alors, c'est la même chose à l'intérieur. Soit on travaille plus sur un ou sur l'autre, mais de toute façon, les deux, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Après, peut-être que ta question, Karine, c'est d'une façon très pointue, comment je fais... oui. On va y aller un peu plus tard. On va y aller un peu plus tard. Mais commence déjà à poser la question, sans chercher à y répondre, mais juste à poser la question pour que ça se présente en toi. Quel est le point stratégique en toi qui doit être réparé pour améliorer de façon conséquente ta relation maître-disciple? Déjà, tu te poses la question, où exactement faut-il travailler? Donc, il y a dans les stratégies du disciple, pour ne pas qu'on lui tape sur les doigts, je n'existe pas, je suis transparent, je suis passif. Vous ne me verrez pas comme ça, je serai tranquille. Moyen de fuite. C'est de la fuite. Je ne sais pas comment on peut parvenir à être heureux avec des systèmes de défense comme ça, où j'aurais envie de parler, j'aurais envie de contribuer, et finalement, je ne me l'autorise pas parce qu'il peut m'arriver tellement de trucs et je veux éviter. Donc, on parle de spontanéité ce matin, ben, c'est mort pour la spontanéité.
De toute façon, tu te tais, comme ça, c'est le meilleur moyen que tu ne dises pas de bêtises. Bonjour, prendre sa place. Ouais. Et il y a quelque chose d'un peu vicieux dans cette fausse passivité. Parce qu'il y a une vraie passivité, qu'il y a je me tais, j'écoute, j'intègre. Et je suis dans le yin, dans l'état réceptif. Et continuer de se taire quand ce n'est pas le moment, parce que c'est un mécanisme de fuite, c'est un mécanisme de défense. Parfois, la ligne est mince. Parfois, la ligne est mince. Et quand j'ai un mouvement yang et que j'ai besoin de prendre ma place, j'ai envie de raconter mon histoire pour avoir le regard de l'autre, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a une spiritualité qui amène davantage dans le rien. Et c'est vrai que si tu as une histoire, c'est mort, ton truc, ça va pas là du tout, t'es pas bien pour ça. Faut pas avoir d'histoire. Faut en tout cas la nier. Parce qu'il y a personne qui n'a pas d'histoire. L'idée, c'est pas de raconter son histoire ou des histoires mentalement. C'est de plonger au cœur de son histoire avec conscience pour la transformer. Et si c'est juste pour la raconter, bon, moi, j'ai aucun souci, vous la racontez. J'adore raconter des bêtises ou des histoires. Mais si on le fait en conscience, on ne se sent pas coupable après. Alors, si tu sens le besoin de raconter ton histoire pour avoir le regard de quelqu'un d'autre, un regard juste passif ou un regard éclairé avec des mots, ben, il faut bien sortir mon histoire de mon père, ma mère, ma vie, plonger au cœur de son histoire et aller la reformater, la déprogrammer. Parfois, c'est pour rentrer en relation avec quelqu'un. Ah oui, ben, c'est beau. Parce que sinon, finalement, je reste dans quelque chose de très impersonnel, mais comment je fais pour renouer ouais. contact? Et si tu veux vraiment parler de trucs qui te tiennent à cœur et de vivant dans la relation, ben, tu parles de ton histoire et c'est parfait. Il y a un souci? Ben, je pensais. Ouais. Et là, il n'y en a plus? Un peu moins, ouais. La boule, elle fait... La boule est descendue, ouais. Donc, tu n'es pas coupable, tu n'es pas mauvaise, tu n'es pas à jeter au compost. C'est un truc du manteau spirituel là, dont on parlait hier. Ce truc-là, en fait, du coup, il me paralyse, en fait. De risquer de réendosser ce truc-là, quoi. Oui. En même temps, ça a sa raison d'être, tu vois. Je ne vais pas vous encourager à aller dans le mental et à raconter des histoires. D'ailleurs, quand quelqu'un fait, ici, immédiatement, je vous sors du mental pour me raconter votre histoire, mais avec du vécu, avec du vivant, avec les vrais trucs. Sinon, on est en surface et moi, je n'ai pas de temps à perdre à écouter des histoires. J'ai envie de consacrer mon temps à accompagner vraiment des transformations profondes. Et si, dans un premier temps, ça permet d'entrer en relation, ben oui. Et après, peut-être que l'écoute de l'autre va te permettre de toucher des aspects de ton histoire que tu n'avais pas vus et qui sont intéressants de regarder. Et que tout seul, ben, tu as une conscience, mais avec une autre personne, il y a un peu plus de conscience. Du coup, je remercie la vie et la situation qui me fait voir ça et qui me fait en parler. Et voilà. Ouais. Et tu le fais pour toi et tu le fais pour les autres. Il y a toute cette délicatesse de prendre sa place dans la justesse, sachant que parfois je ne suis pas juste. Ben oui, mais je suis en chemin. Je n'ai pas tout réglé, je n'ai pas tout appris. Tout n'est pas parfait. Donc je ne cesse d'apprendre. Il n'y a pas d'obligation d'être parfait. Ah, que c'est beau ça. Tu peux nous dire ça? Ben. Il n'y a pas d'obligation d'être parfait. Ouais. Ouais, mais pourtant tu dis que tout est parfait, mais nous on est imparfait en fait. Ah oui, c'est ça. Personne. Pas se composer. Regardez la position du maître. Je vous parle d'une autorité bienveillante. Vous avez tous des petits-enfants, ou vous en avez eu, et vous avez des neveux, des nièces. Quand vous les aimez vraiment, vraiment, je parle d'amour inconditionnel.
ils ont beau faire les pires bêtises. C'est jamais grave. C'est une caractéristique. Lui, il a mauvais caractère. Mais quand on est dans le jugement, avoir mauvais caractère, c'est grave. Alors le maître, quand il est vraiment dans la bienveillance, il voit tous les défauts de son enfant ou de son disciple, mais il ne le juge pas, il accompagne sa maturité, sa transformation. Alors il commence par ne pas le blâmer, et ensuite il peut lui ajouter un conseil ou une manière de s'y prendre qui va être beaucoup plus aidante. De ce fait, l'enfant apprend par son parent à être son propre parent parce qu'il sera bien adulte un jour à l'âge de 18 ans et il sera, certainement même avant, il sera le père et le fils, le maître et le disciple. Et il va être un père pour lui selon ce qu'il aura appris. C'est ce qu'on est en train de tout défaire, ce qu'on n'a pas appris, qui n'était pas ajusté, puis de faire les ajustements nécessaires.